Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Média Pro qui parle toujours de médias et d'audiovisuel. Ce soir, nous allons rester, actualité oblige, sur le traitement médiatique de la guerre à Gaza. Après justement plus d'une semaine de bombardement sur les territoires palestiniens, nous avons toujours un traitement deux poids, deux mesures des médias occidentaux. Et non seulement les médias et les plateaux de télévision n'arrivent pas à faire l'équilibre dans le débat concernant ce conflit au Proche-Orient, mais on tire également sur les journalistes en plein terrain, justement, de conflit à Gaza. Nous avons justement vécu cette semaine un drame par l'assassinat d'un journaliste de Reuters, un journaliste qui a été ciblé par un blindé israélien en plein mission de travail pour justement couvrir ce conflit. L'image était en direct. On regarde et on revient au débat. بعدت ما تعطى عليهم يشيل الكاميرا ما قادرة. مين هيدي مين روبير مين ما تعطى عليهم شلتك من عزرايل ذكريني بكره اكيد. اي اجري ما تعطى عليهم روقي شوي حيدر ايه راح كسر لك تليفونك قل لي شو القصة؟ الصليب. أحمد، على ذكر هذه الاجتماعات للمسؤولين الإسرائيليين، ما حجم التناقض بين ما قيل من المسؤولين الإسرائيليين خلال الأيام الماضية؟ ما أنت مدافع رجعني بشدور بس ما أنت بشدور كما ما أنت نرى مدافع مشاهدينا ما أنت مدافع לא מעניין אותי אם אתה בשידור. מדווח מה אומר דובר צה"ל. מה אומר דובר צה"ל? מקווה מאוד שאתם אומרים דברים טובים. הבנת אותי? מקווה מאוד שאתם אומרים דברים טובים וכל החמאס האלה צריכים לשחוט אותם. הבנת אותי? כי אם אתם לא תדווחו את האמת, אוי ואבוי לכם. الآن لمراسلنا أحمد راوشة خلال مشاركته معنا على الهواء من أسدود، ما الذي كان يقوله لك أحمد؟ عناصر من الشرطة الإسرائيلية يحاولون أو يراقبون ما الذي نتحدث، وخرج مرة واحدة للصراخ بهذه الطريقة وللتهديد بطبيعة الحال. Voilà, c'était des images tragiques justement de l'assassinat du vidéaste de Reuters, Issam Abdallah, qui a été tué sur le coup après avoir été bombardé par un blindé israélien. Il a été également touché, d'autres journalistes ont été touchés justement sur place. On a vu la photographe de l'AFP, Christina Aissi, et également des journalistes et des caméramans de la chaîne qatari Al Jazeera. Messieurs, aujourd'hui, nous avons vu également des images de journalistes qui subissent le harcèlement d'un colon israélien chargé de la sécurité et qui n'arrive pas à travailler aujourd'hui. Il est très difficile, messieurs, de travailler en zone de conflit à Gaza. Oui, parce qu'on ne veut pas de témoins. Ce qu'a fait Israël par rapport à Shireen Abu Akleh, on a dit, rappelez-vous Salim, dans cette émission, qu'elle ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Shireen Abu Akleh, Allah yarhama, c'est journaliste Ala Ruhi Salam, est une journaliste qui travaillait pour Al Jazeera, qui rapportait fidèlement, quotidiennement, ce qui se passait en territoire occupé palestinien. Et évidemment, à un moment donné, c'est devenu agaçant pour les services de la propagande israélien. Depuis le début de cette opération, de cette agression sur Gaza, il y a 10 journalistes qui ont été tués. 10, dont des photographes. Et pour le cas de Issam Abdallah, c'est encore flagrant parce qu'elle a été ciblée par un tir de roquette.
Alors que vous avez vu dans les images de nos confrères de Al Jazeera, les journalistes ont le gilet pare-balles presse avec le casque. Le casque et tout. Et pour les donc télévisions, ils sont ciblés. Et il y a le véhicule, le véhicule oui, ça veut qui dire portait l'enseigne de presse. L'enseigne de la presse, etc. Ils ne veulent pas de témoins. Ça veut dire qu'on veut que le massacre... Je rappelle que c'était à la frontière entre le Liban et même à Gaza, occupé palestinien. Absolument. À Gaza, on a ciblé un quartier résidentiel où il y a des journalistes. C'est un quartier connu où il y a des bâtiments qui abritent beaucoup de médias occidentaux, des médias arabes et palestiniens. Et malgré ça, 10 morts, pratiquement 1 mort par jour depuis le début de l'offensive. Ça veut dire que l'armée d'occupation israélienne qui bombarde les hôpitaux, qui bombarde les ambulances, qui fait carrément de la sanction collective. C'est une punition collective qui, comme vous le savez, du point de vue du droit international, est interdit et c'est considéré comme un crime de guerre. Ne va pas hésiter à tirer sur des journalistes et à empêcher les caméras. Il y a même maintenant une discussion pour que les chaînes arabes, notamment la chaîne Al Jazeera, je pense même l'Arabia, soient carrément empêchées de travailler dans ces territoires parce que ça apporte un autre discours, ça apporte une autre vision, d'autres images, d'autres mots de ce que rapportent habituellement les médias occidentaux. Parce que vous savez, les médias occidentaux, par exemple, je citerai le cas de la BBC qui était citée comme exemple de la neutralité et de l'objectivité. Et quand elle parle des victimes palestiniennes, ils sont morts. Des Palestiniens morts à Gaza, comment ils sont morts, on ne sait pas. Alors qu'il y a un pilonnage et de bombardements, Israël a largué plus de 6000 tonnes d'explosifs. C'est du jamais vu, même en situation de guerre. Et lorsqu'il s'agit des Israéliens, on parle de tuer. Donc les concepts, ils sont bien choisis. Et parfois, pour rester toujours dans la sémantique de guerre, parce qu'on est en pleine propagande, et lorsqu'il s'agit donc des bombardements qui se poursuivent, on dira que c'est Israël qui répond, qui est en représailles à Hamas. Et donc ces représailles ont tué plus de 2700 personnes, dont des bébés, des enfants, plus des de 700 femmes, selon l'UNICEF. Et ça va se poursuivre parce que visiblement ni le droit international ni les résolutions de l'ONU, Israël depuis 1948 a écrasé presque 100 résolutions de l'ONU. Elle ne les a jamais appliquées, personne n'a bougé. Et donc elle va poursuivre son entreprise. Et pour que cette entreprise soit parfaite dans leur vision, il faudrait que les journalistes ne soient pas là. Parce que c'est toujours les journalistes qui sont les témoins. Et la propagande, la machine de propagande qui a été installée depuis le 7 octobre 2023, fait en sorte que s'il y a des médias arabes ou turcs, ou chinois, ou iraniens ou d'autres, rapportent autre chose, il faudrait bien qu'ils soient bloqués. Donc et je pense qu'il y aura plus de journalistes morts, malheureusement. Selon le dernier bilan justement présenté par les agences, c'est 2726 victimes palestiniennes. Oui, et ça veut dire que malgré Est-ce que vous avez entendu un dirigeant occidental appeler à l'arrêt de cette offensive? Pratiquement tout le monde a applaudi et les médias ont suivi. Les médias comme CNN, de sinistre réputation, comme vous le savez, depuis la guerre du Golfe, comment cette chaîne a fabriqué le mensonge. Et on rappelle aux amis téléspectateurs que l'Irak a été attaqué sous prétexte qu'il y avait des armes de destruction massive, une thèse largement développée par CNN qui a maintenant sa petite sœur, Fox News. Et maintenant, on fait pratiquement la même chose par rapport à ce qui se passe en territoire palestinien. CNN a inventé, reprenant le discours des officiels, plutôt des officiers israéliens, que le mouvement Hamas aurait décapité 40 bébés. Cette information a été justement fait circuler par un activiste israélien qui est réserviste de l'armée sioniste et qui a été repris par plusieurs médias américains, mais également par le président Biden. Biden, le plus grave. Là, il y a, je crois, 24 heures, une journaliste justement d'une chaîne arabe a interpellé le secrétaire d'État Blinken sur cette question, justement. Oui, parce que c'est très grave. On est à un niveau de propagande qui est pratiquement qui relève de la propagande classique, mais en même temps, on voit un chef d'État d'un État aussi important comme les États-Unis, Joe Biden, reprendre des fake news. Fake news, parce qu'il a été appelé avant une réunion avec les représentants de la communauté juive aux États-Unis par le Premier ministre Netanyahou, qui, comme vous le savez, il a beaucoup de choses en intérieur, notamment il risque la prison, etc., pour des affaires de corruption. Mais là, ça c'est notre débat, ça peut oublier un peu. Il l'appelle et l'appel téléphonique est imagé, il est filmé, et il lui dit « Hello Joe, salut Joe, vous savez que
Bien sûr, le mouvement de résistance Hamas est qualifié de terroriste selon la version occidentale israélienne, ont décapité, ils ont tué, brûlé et décapité des bébés. Joe Biden ressort tout de suite après, il reprend le même discours. Il dit, j'ai vu des images. J'ai vu des images. Oui, la journaliste justement de la chaîne arabe, j'ai jamais pensé. Montrez-nous ces images. Absolument. J'ai jamais pensé voir des images ou voir des terroristes, comme ils les appellent, selon son expression, tuer des bébés. Il y a une journaliste, je pense, qui s'appelle Sarah Seidner, qui est une journaliste de CNN, qui a eu quand même l'honnêteté intellectuelle de s'excuser. Elle a dit, nous avons repris à l'antenne des informations reprises, mais qui s'est avérées fausses. Mais Biden ne s'est pas excusé. Et bien sûr, la Maison-Blanche a reproduit un communiqué pour disant que le président n'a jamais vu ces images. Vous voyez à quel niveau, comment un chef d'État qui est supposé vérifier tout, parce qu'il dirige la première puissance du monde, se fait manipuler bêtement. Reda Harirash, aujourd'hui, le traitement médiatique... Vous pouvez boire un peu d'eau, Faisal. Le traitement médiatique sur les plateaux occidentaux, notamment les plateaux européens et aussi américains, est toujours à sens unique. On voit un petit peu le même modèle qu'on voit sur le conflit ukrainien. Effectivement, mais il y a d'abord la volonté d'étouffer la voix de tout un peuple, c'est-à-dire le peuple palestinien, parce que lorsqu'on parle d'organisation terroriste et de tout ce qui s'ensuit, il y a une tentative en quelque sorte d'édulcorer l'essentiel de ce conflit, à savoir il y a un peuple qui est sous occupation, et à partir de ce moment-là, on commence à diluer le problème dans une sémantique qui ne répond pas à la conflictualité de ce problème. Et à partir de ce moment-là, si on commence à rajouter des fake news par-ci et par-là, l'objectif est de tromper l'opinion publique. Parce que dès le départ, en fait, le 7 octobre, la puissance d'occupation qui est là-bas en Palestine savait pertinemment, elle avait été avertie par les Égyptiens qu'une attaque allait se faire, mais il est fort possible qu'ils aient fait la sourde oreille dans l'espoir d'une récupération politique et pourquoi pas pour vider la bande de Gaza de sa population. Parce qu'il faut savoir que l'actuel gouvernement, c'est un gouvernement d'extrême droite et qui n'a jamais caché son intention de vider donc, la Cisjordanie et la bande de Gaza de sa composante humaine. Fort heureusement, dans un sursaut d'orgueil, les deux pays arabes limitrophes, à savoir l'Égypte et la Jordanie, ont demandé aux Palestiniens de rester sur place. Et donc, par conséquent, cette affaire-là, pour le moment, a fait chou blanc. Faisal Mtawi, contrairement aux autres, justement, guerres qu'on a connues dans le passé à Gaza ou bien au Liban, cette fois-ci, toutes les chaînes arabes se sont mis du bon côté pour défendre justement la cause palestinienne et notamment la résistance palestinienne. Oui, mais les chaînes arabes, laissez-moi... Quand je dis les chaînes arabes, malgré leur tendance par rapport au conflit. Qui sont présentes sur le terrain, notamment Al Jazeera, l'Arabia, le RAD aussi, la chaîne TRT turque, arabe... La chaîne TRT arabe qui est pratiquement interdite à Gaza parce que elle est souvent harcelée et agressée. Les journalistes sont agressés parce qu'ils connaissent un petit peu la position des médias turcs sur la Palestine. Et les médias turcs sont en train de faire un bon travail, notamment la chaîne Anadolu, Anadolu et la TRT en anglais et en arabe, parce qu'ils sont en train de faire du checking news, c'est-à-dire qu'ils sont en train de vérifier les informations et souvent ils apportent des démentis, notamment cette histoire de 40 bébés qui auraient été décapités, selon la version donc, israélienne. Et il y a même un journaliste, parce qu'il faut citer son nom, il s'appelle Sam Greenhill du Daily Mail, qui il a prétendu, l'article, nos amis téléspectateurs peuvent le retrouver sur le site de Daily Mail, qui est un journal de droite britannique. Le journaliste a même récolté des témoignages de survivants qui ont vu les bébés super décapités, alors que l'information est complètement fausse. Tout l'article est faux. Et malgré ça, il a été publié en une, le Times aussi, le journal qui est un journal de réputation quand même, Grande-Bretagne, le Guardian aussi. Et donc beaucoup de monde est tombé dans ce travers. Il y a aussi une autre histoire qui a été inventée de toutes pièces, c'est l'histoire de bébés qui auraient été mis dans des cages.
Ça a été présenté comme des bébés israéliens mis dans des cages par le mouvement Hamas, et c'est avéré que cette information est complètement fausse. Mais malgré ça, ça a été repris par beaucoup de médias parce qu'il y a beaucoup de relais maintenant dans les réseaux sociaux qui reprennent des images qui ne sont pas vérifiées. Donc les chaînes arabes, je pense, d'abord, vous voyez que c'est des lives, des directs qui sont faits à longueur d'heure, et ces lives permettent aux téléspectateurs d'avoir une autre version au moins des faits. Il y a par exemple la chaîne Al Jazeera dans sa version anglaise fait ce qu'on appelle des enquêtes sur la désinformation israélienne et même américaine, sur justement, on cite l'exemple de la scène des 4 Palestiniens qui ont été présentés comme des combattants du Hamas. En réalité, c'était des civils qui ont été assassinés par les soldats sionistes et qui ont été décryptés par Al Jazeera English, et qui a montré un crime contre l'humanité, puisque on les a exécutés, on montre l'exécution en direct grâce à des images satellites. Oui, absolument, et même l'histoire d'une certaine Nora Argamani, qui était présentée dans tous les médias occidentaux, mais alors là tous, sans aucune exception, l'ont présentée comme une otage, une captive du mouvement Hamas. Elle était avec son ami dans une fête de musique, on l'a montrée en train de crier, de pleurer, et c'est avéré plus tard, et c'est la chaîne TRT notamment qui a vérifié, et même parfois une chaîne française qui l'a fait, je pense que c'est TF1, et c'est avéré que c'est une soldate, c'est une militaire qui a été prise comme otage par le mouvement Hamas. Ce n'est pas du tout une jeune israélienne qui était là et qui était innocente. Donc il y a beaucoup de fabrication de mensonges. Malheureusement, le plus grave, c'est quand des grands médias, comme la BBC, CNN, c'est une chaîne qu'on connaît depuis très longtemps. On connaît la ligne éditoriale. La ligne éditoriale, on connaît les propriétaires, parce que quand on connaît les propriétaires, on connaît qui font l'information. C'est la même chose pour I24, par exemple, qui a aussi propagé beaucoup de fausses informations. BFM TV, oui. On a vu comment un journaliste de la CNN simulait une attaque. Il était accroupi à genoux. Il avait des soldats de l'armée d'occupation israélienne donc derrière lui, qui travaillaient, qui semblaient bouger normalement. Lui, il dit on est en train d'attaquer. Donc cette mise en scène, elle revient avec inquiétude au sein de CNN, qui est un grand network. Et donc ça fait partie de la propagande de guerre, et ça aide aussi la propagande israélienne et apparemment tous les médias occidentaux. Alors c'est un fait important, contrairement aux précédentes agressions, parce qu'Israël n'est pas à sa première agression contre Gaza. Je suis d'accord avec Reda qui évoque la volonté de vider Gaza, d'en faire un terrain vague. On revient à la Nakba de 1948, parce que le fait de forcer des populations de cette manière, c'est un crime de guerre aussi. Là aussi, l'ONU interpelle, appelle à la sagesse, mais l'ONU ne fait rien du tout. Obliger 1 million de personnes de se déplacer de chez eux, après avoir détruit leur maison, pour les obliger à aller dans un autre pays, pour les empêcher de revenir. Donc ça devient vraiment un autre épisode douloureux de ce qui s'est passé en 1948. Tout ça, bien sûr, vous ne le trouvez pas dans les médias occidentaux. Ouais. Parce que les médias occidentaux, CNN par exemple, dès les premiers jours, le 8 octobre, Israel in war, Israël en guerre. Or, on a l'impression parfois quand on lit certains journaux européens que c'est les Palestiniens qui occupent Israël. Ce n'est pas l'occupation qui occupe les territoires palestiniens, au détriment bien sûr de toutes les résolutions de l'ONU. Donc il y a une fabrication du mensonge, mais qui est parfois assumée. Et c'est ça qui est plus grave. Reda Harirash, justement, pourquoi il n'y a pas de présence d'interlocuteurs palestiniens sur les plateaux de télévision européens, mis à part quelques apparitions, on va le voir tout à l'heure, de diplomates palestiniens sur la BBC et CNN, il n'y a pas de représentants palestiniens, que ce soit du mouvement Fatah ou bien du Hamas, sur un plateau pour défendre un petit peu disons, la politique palestinienne sur un plateau européen occidental. Parce que ces dernières années, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, il y a une censure avérée des médias et des plateaux de télévision occidentales concernant justement les Palestiniens sur la médiatisation de la guerre à Gaza. Il faut savoir d'abord que sur l'échiquier politique en Europe et aux États-Unis aussi,
il y a un vent de conservateurs, néoconservateurs qui souffle sur ces deux continents depuis maintenant une vingtaine d'années. Et plus particulièrement ces dernières années, il ne faut pas oublier que dans la plupart des coalitions politiques qui se sont formées, aussi bien en Italie qu'en Espagne ou en Hongrie, et ailleurs dans les autres pays, et en France aussi, il y a une très forte poussée donc, de l'extrême droite. Et il y a même une alliance objective qui est en train de se faire, comme il y a cela exactement un siècle, entre le sionisme politique et donc l'extrême droite européenne, même si à l'origine, elle a toujours des relents antisémites. Et donc, à partir de ce moment-là, le caractère démocratique même et le fonctionnement de ces pays se trouve quelque peu parasité. Et de ce fait, on ne veut écouter qu'un seul son de cloche, c'est-à-dire que l'indigène palestinien, il n'existe pas. L'indigène palestinien n'existe pas, il n'y a uniquement qu'un seul acteur, et cet acteur, qu'il ait tort ou raison, c'est lui qui doit occuper les plateaux de télévision. Si on regarde par exemple un pays qui est proche de l'Algérie, à savoir la France, parce que nous avons une communauté algérienne qui est importante là-bas, il y a une surreprésentation médiatique donc, des partisans de cette agression, puisque je rappelle qu'il y a eu quand même 700 enfants palestiniens qui ont été tués, et provisoire pour le moment, et pas une seule larme n'a été versée. Donc, cette situation-là nous rappelle d'autres conflits dans la région, comme le conflit irakien, ce pays qui avait été soumis à un embargo et qui a fait près d'1 million de morts, avec beaucoup d'enfants aussi qui sont morts de malnutrition, et ça continue encore. Merci Reda Hariri. On fait une petite pause et on revient au débat. On revient un petit peu au traitement médiatique sur les plateaux occidentaux et plus particulièrement en France. On a vu récemment justement notre invité Karim Zeribi présent sur le plateau de Média Pro et qui a un petit peu défendu la cause palestinienne, mais c'est très difficile pour lui justement de défendre la cause sur le plateau de CNews ou bien de C8. On a vu un petit peu clasher certains intervenants sur le plateau de Cyril Hanouna à cause justement de sa défense pour la cause palestinienne. Parce qu'on ne peut pas entendre notre point de vue. CNews, il reste la seule voix pour la Palestine sur un plateau français. Et pourquoi on n'a jamais vu des diplomates, vous l'avez dit, l'autorité palestinienne a des diplomates en France et partout dans le monde qui peuvent la représenter et parler. On ne les invite pas, tout simplement. On les invite pas. À l'époque, vous vous rappelez, il y avait Leïla Chahid, la célèbre légendaire ambassadrice. Mais elle passait souvent sur Canal+, et sur justement France Télévisions et TF1. Aujourd'hui, elle passe plus. Elle passe plus. On n'a pas d'autres versions. Parfois, on a vu quand même des gens... On ne veut pas écouter justement la parole palestinienne. Non, on a décidé que c'est Israël qui a raison. Maintenant, c'est plus les Palestiniens n'ont plus le droit à la parole, et Reda a raison. On fait en sorte maintenant, même dans les récits, si vous lisez Salim, les reportages qui sont faits par des médias comme The Guardian britannique ou Le Monde ou Figaro ou la presse espagnole ou toute la presse occidentale, je dis bien toute la presse, il n'y a pas d'exception, on a une seule version des faits, les mêmes mots utilisés, on parle pratiquement pas du tout, comme l'a souligné Reda, des bébés, des enfants tués par les bombes, des enfants qui n'ont absolument rien fait, c'est des innocents qui sont dans leur maison, qui sont tués, qui sont présentés dans un package. Parce que la propagande israélienne dit qu'on est en train de lutter contre Hamas. Comment on lutte contre le mouvement Hamas dans les hôpitaux, dans les ambulances, dans les écoles, on a même vu des bombardements en direct des ambulances qui transportaient des blessés. Ça veut dire que même les blessés, ils ont le droit de ne pas être... Mais là, ça n'apparaît pas. Et donc, est-ce que vous avez vu un jour un représentant du mouvement Hamas parler dans les médias occidentaux? Jamais. Pas du tout. Donc, on a et ça, c'est mauvais parce que je pense que les médias occidentaux, surtout les grands médias, devraient penser à leur avenir. Parce qu'un média, lorsqu'il perd sa crédibilité, lorsqu'il n'aura aucune audience et il ne sera plus jamais écouté. Cela dit, il y a quelques honnêtes personnes qui interviennent dans les plateaux, je le dis entre parenthèses, qui quand même disent autre chose, mais dès qu'ils commencent à parler des bombardements israéliens sur Gaza, ils sont tout de suite coupés. Alors, vous parlez justement de diplomates.
il y a quand même des diplomates palestiniens qui sont invités sur justement les plateaux de télévision, pas français, mais anglo-saxons, britanniques et américains. On écoute les interventions d'un éloquent diplomate palestinien, Hussein Zamlout, et également un diplomate représentant de l'OLP, Hassan Al-Balawi, qui était invité de Euronews et qui défendent justement la cause palestinienne contre vents et marées sur un plateau européen et anglo-saxon. Just want to take you back to Saturday morning when you first heard what Hamas had done. What went through your head? Regret that the international community has not heeded our warnings for all these years. Regret that this was allowed to fester for decades. Regret that there is attention now in the BBC and all over the world only because blood has been spilled. I only hope that, or I wish, we did not get to this moment. So you listed a number of things you regret there. Do you regret the loss of innocent life in Israel? Every loss of life is regrettable, of course, and tragic. What is more tragic, or equally tragic, is the blindness and the deafness of the world and the international community for so many years, of the warnings we have been saying that this was coming. Israel knew that this was coming their way. We, the National Movement of Palestine, the PLO, have found a different path 30 years ago. We have committed to what the world asks us: recognize Israel, commit to negotiations and non-violence, and to international legitimacy and resolution. Israel was expected to do one thing only: roll back its occupation, stop its colonial settlement expansion. Not one day it did so, killing the prospects of a two-state solution. And the world was expected to do one thing, Christian: uphold international law equally on everybody, on Ukraine, on Palestine. And the world fails to do that. Est-ce que vous condamnez l'attaque du Hamas contre Israël? Je veux bien les condamner un jour. Le jour où l'État d'Israël reste dans ses propres frontières, à savoir quelles sont les frontières, et le jour où il y a un État palestinien indépendant, souverain, le jour où les Palestiniens ont le minimum de leurs droits, si un jour, ce jour-là, s'il y a une attaque, à ce moment-là, je condamne. Mais là, dans l'attaque, non, je ne peux pas condamner parce que c'est une logique, ce sont des conséquences de tout ce qui se passe. L'Union européenne a annoncé hier qu'elle allait réexaminer son aide aux Palestiniens. Est-ce que vous êtes déçu? Je ne vous cache pas, oui. Tous les Palestiniens étaient déçus à tous les niveaux et ils ont estimé que c'était une décision regrettable. Mais heureusement qu'il y a des États qui n'ont pas accepté, comme la Belgique, comme l'Espagne, comme le Luxembourg et plus tard la France. Et finalement, heureusement que cette décision a été, en l'espace de quelques heures, a été retirée, ce qui montre qu'il y a quelque part une sagesse. Voilà, c'était des interventions très très fortes des diplomates palestiniens. Bien sûr, Hussein Zamlout, le pertinent ambassadeur de la Palestine à Londres, était l'invité vedette de la BBC, mais également de CNN en arabe. Mais Euronews, c'était le diplomate justement représentant de l'OLP, de la Palestine, au Parlement européen. Alors, en réalité, on n'a pas invité ces diplomates pour dénoncer l'agression israélienne, mais on les a invités pour dénoncer justement l'attaque du Hamas. La réponse était sans équivoque justement des diplomates palestiniens. Ils ont revendiqué les droits du peuple palestinien. Absolument, parce que cette question, est-ce que vous condamnez l'attaque du groupe, plutôt le mouvement Hamas, revient comme un leitmotiv, elle revient dans toutes les interviews. C'est pour ça qu'on les appelle justement pour leur donner la parole. Voilà, sur ça. On demande à vous définir par rapport à ça, comme s'il n'y avait rien. Mais la réponse était très bien diplomatique présentée. et réponse politique aussi, parce que comme s'il n'y avait rien du tout, Israël n'est pas en train de violer les résolutions de l'ONU, la colonisation qui a repris de plus belle, des agressions contre les Palestiniens presque quotidiennement, dans le camp de Jenin, à Naplouse,
les bombardements qui reviennent à chaque fois sur Gaza. Gaza est une grande prison à ciel ouvert depuis 2006. Le blocus le blocus est un acte de guerre et qui est condamnable par le droit international, mais personne, bien sûr, n'a condamné cela. Mais non, quand Hamas tente de résister donc, à une occupation, on est tout de suite obligé de le condamner. Et j'ai vu même un article dans Bild, qui est un journal allemand de grand tirage, la rédactrice en chef qui écrit « Pas d'argent allemand pour ces barbares », tout de suite. Et donc, c'est pour ça que les diplomates ont parlé de l'Union européenne, qui a commis une erreur monumentale, à mon avis, diplomatique, en voulant couper les aides aux Palestiniens. Ils ont tenté. Oui, mais ils ont pris la décision. Oui. Heureusement qu'il y a eu des résistances à l'intérieur de certains États membres. Mais comme l'a dit justement le représentant de la Palestine. Mais l'Allemagne a coupé les aides aux Allemands. L'Allemagne qui a une histoire noire en Europe, on n'a pas besoin de revenir sur ce qu'a fait l'Allemagne pour les Européens et les massacres que le régime nazi a commis. Et il y a eu, Reda a raison en parlant de montée de ces idées d'extrême droite qui ont beaucoup servi dans le discours actuel. Vous voyez comment l'extrême droite européenne, notamment française, est en train de monter sur pour dire voilà, les islamistes. Il y a même des écrivains, malheureusement, de chez nous, qui se joignent à la vague et qui condamnent ce qui s'est passé. Certains ont même dit que la cause palestinienne serait morte. Voilà donc ce nouveau discours, parce que ce qu'a dit le diplomate tout à l'heure, on ne peut pas revenir à la nécessité de revenir aux frontières de 1967. Il y a eu une initiative arabe de paix qu'Israël a ignorée. Il y a eu beaucoup de propositions politiques qui ont été faites. Et c'est toujours donc la faute aux Palestiniens. S'il n'y a pas la paix, c'est la cause aux Palestiniens. Et ce discours, donc, il a été enveloppé d'une autre manière, mis dans une grosse propagande pour dire que la victime, ce n'est pas les Palestiniens, mais c'est les civils israéliens. La victime, ce ne sont pas les Palestiniens qui sont privés de leurs droits depuis 1948, mais c'est toujours... Donc ce discours, il revient avec beaucoup de, j'allais dire, de brutalité. C'est un discours brutal, c'est un discours agressif, qui fait mine comme s'il n'y avait rien d'été, qu'il y a beaucoup de mensonges aussi. D'où la nécessité, à mon avis, vous avez parlé des chaînes arabes, de la nécessité de renforcer davantage des chaînes qui nous disent autre chose. Justement, quand on parle justement des chaînes arabes, il est urgent aujourd'hui d'avoir des chaînes qui s'expriment en anglais. On a vu, par exemple, le diplomate palestinien s'est exprimé en anglais. Le message est passé plus large, justement, à travers les réseaux sociaux. Sa déclaration et son intervention a fait beaucoup de... disons, déranger un petit peu l'entité sioniste, et ce qui démontre qu'on a besoin justement de passer à une médiatisation plus large de la cause palestinienne. Mais cette médiatisation, elle doit s'appuyer aussi sur un travail d'information qui n'est pas nécessairement immédiat. C'est-à-dire que ces chaînes d'information qui peuvent être regardées en Europe peuvent aussi aiguiller et interpeller le citoyen européen sur la responsabilité d'un certain nombre d'États européens dans la tragédie du peuple palestinien. Je prends l'exemple de l'Allemagne, dont on ne parle pas souvent, mais au cours des années 30, lorsque le chancelier du Reich, Adolf Hitler, était arrivé au pouvoir, au cours des années 30, il y avait eu un troc qui a été effectué entre le mouvement sioniste et les nazis, de manière à permettre donc aux Juifs allemands de partir et d'occuper un certain nombre de territoires en Palestine. Et donc l'Allemagne avait soutenu au cours des années 30, d'un point de vue logistique, le transfert de ces populations vers la Palestine. Et c'est ce qui explique qu'en 1936, il y ait eu les premiers affrontements entre donc, les Palestiniens et les Juifs qui sont venus d'Europe, les tout premiers, et qui ont dit et qui se sont rendus compte que le transfert à l'époque considérable d'à peu près 200 000 Juifs venus d'Europe, ils ont compris que c'est une transplantation qui était en train de se faire. Et ça, ces chaînes de télévision, ils devraient le rappeler à un pays comme l'Allemagne, même si par la suite le vent a tourné, et on sait très bien comment le régime nazi a évolué au cours des années 40, mais il faut dire que pendant toutes les années 30, et c'est ce qu'on ne dit pas, par exemple un mouvement comme le Bétar, il était autorisé
à Berlin jusqu'en 1939. On ne le dit pas suffisamment. Le mouvement sioniste avait eu des échanges poussés avec les nazis. Ce n'est pas ce que l'histoire dénonce un petit peu sur les plateaux européens. On dit que les Juifs ont été persécutés en Europe pendant la période nazie. Oui, les persécutions ont eu lieu effectivement parce que les nazis, à un moment donné, parce que c'est une alliance contre nature, et à un moment donné, la transaction n'a pas abouti. Et je vous rappelle que la solution finale, elle a été mise en place en 1942. Mais initialement, au cours des années 30, ce n'était absolument pas le cas. Et un des principaux témoins à l'époque, à savoir le comte Bernadotte, qui était au courant de beaucoup de choses concernant ces transactions, il a été assassiné à Jérusalem. Une bombe avait été déposée à l'époque, en 1947-48, parce qu'il savait beaucoup de choses par rapport à ça, et notamment par rapport à tous ces réfugiés juifs qui sont morts en Europe, les 1 million, presque 1,5 million qui auraient pu être sauvés et dont on préfère ne pas parler. Donc la question palestinienne, elle est aussi la conséquence d'un certain nombre de silences, voire même de mensonges par rapport à ce qui s'est passé au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, sur les plateaux de télévision, que ce soit en France ou dans un certain nombre de pays européens, on ne peut pas en parler. Vous pensez qu'aujourd'hui, la question palestinienne de 1948 à ce jour n'est pas réellement bien traitée sur le plateau de télévision occidentaux, notamment européens? Elle est complètement ignorée, Salim, parce qu'à chaque fois, on aborde la question, on noie cette question-là dans des considérations générales, en associant par exemple le Hamas à Daesh. Donc, on ne répond pas du tout à cette question-là. Et pourquoi? Parce que même les partis d'extrême droite, notamment en Europe et en France, pourquoi ils font profil bas actuellement? Parce qu'eux-mêmes, ils ont eu un comportement étrange, voire même hostile vis-à-vis des communautés juives en France, et qu'actuellement, ils ne peuvent pas trop parler, sinon... Moi, je voudrais revenir justement, si tu permets, Faisal, Reda Harirach. Le gouvernement français a un petit peu bloqué toutes les manifestations ou interdit les manifestations pro-palestiniennes, alors que on a vu en Espagne, en Grande-Bretagne, sans parler des pays arabes, une large mobilisation aux États-Unis, une large mobilisation pour Gaza. Aujourd'hui, la France, grâce à l'absence ou l'effacement de la gauche, où seule l'extrême gauche est en train de se battre par rapport à la droite et l'extrême droite sur les plateaux de télévision. On a vu ce qu'a déclaré Enrico Macias contre justement le mouvement de Mélenchon. Mais ce qui singularise la France par rapport aux autres pays européens, par rapport à l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, c'est que c'est le pays qui a le mouvement sioniste le plus puissant. Pourquoi? Parce que ce mouvement sioniste est venu... Plus puissant que les États-Unis? En Europe. En Europe, ok. C'est le mot le plus puissant. Donc, et ce mouvement est venu se greffer sur une tragédie qui est propre à la France, c'est-à-dire la période de la décolonisation qui s'est mal faite. Donc, c'est ce qui fait qu'actuellement, on se retrouve avec un mouvement sioniste très puissant et qui a la main mise sur beaucoup de médias. Et même les gens, par exemple, peuvent être menacés indirectement. Le journaliste, même un simple journaliste, les journalistes, les acteurs de cinéma, d'autres gens qui font très attention à eux. Parce ça a touché même les footballeurs. Et les footballeurs aussi, ils sont intimidés. Mbappé a été sévèrement critiqué parce qu'il a posté... Et aujourd'hui, ça a été Attal qui a été interpellé parce qu'il aurait reçu sur Instagram un message en faveur des Palestiniens. Donc il y a non seulement un blackout, mais il y a aussi une tentative de museler les gens, d'une manière ou d'une autre. On parle Ça n'existe pas en Espagne, ça n'existe pas en Italie. Si vous allez en Italie, en Espagne... On a empêché les gens de manifester. En Allemagne, parce que, bon, il y a des partis là-bas d'extrême droite, et puis l'Allemagne, elle a un certain complexe dont elle n'arrive pas à sortir depuis ce qui s'est passé au cours de la Seconde Guerre mondiale. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Reda, parce qu'il y a un chanteur qui s'appelle Justin Bieber, tout le monde le connaît. Bieber, elle est connue. Mais lui, bien sûr, a exprimé sa solidarité, je dis bien sûr, parce que c'est une tendance, Praying for Israel, c'est-à-dire
faire une prière pour Israël. Et qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise une image de Gaza détruite par l'armée israélienne. Évidemment, il a retiré l'image après pour vous dire qu'on a même utilisé les images. Il y a aussi l'actrice Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis qui a posté une image des enfants palestiniens croyant que c'était des enfants. Qui regardaient le ciel et disaient du terrorisme venu du ciel alors que c'était des enfants palestiniens. Reda parlait des accointances avec le mouvement nazi parce qu'il faudrait bien qu'on parle de ce qui n'est pas dit ailleurs. Sur le rôle joué par Truman, le président américain qui a succédé à Roosevelt. Vous savez que les États-Unis, c'est le premier pays qui a reconnu la création de l'État d'Israël en mai 1948, 11 minutes après l'annonce par Ben Gurion. Et depuis cette date, d'ailleurs c'est dit dans plusieurs manuels, notamment des gens qui sont honnêtes, qui font des recherches, les États-Unis donnent de l'argent, ce qui est appelé l'aide économique et puis l'aide militaire. Depuis 1949, les États-Unis donnent de l'argent et ça a été rallongé au fil des ans jusqu'à 1900. Aux deux camps, républicains et démocrates. Oui, c'est une politique d'État, c'est un choix stratégique. Selon les derniers chiffres, les États-Unis auraient donné près de 160 milliards de dollars depuis 1949 jusqu'à 2029. Aucun État au monde, dans toute l'histoire de l'humanité, n'a reçu autant d'argent. Pour dire que les États-Unis aussi ont un immense rôle et on comprend pourquoi ils déplacent le porte-avions Roosevelt et Ford vers la Méditerranée. Pourquoi ils ont même envoyé un B-52, qui est une forteresse, c'est un bombardier, volante. Oui, qui a été utilisé en guerre de Vietnam, dans la région. Donc, si Israël peut se permettre de ne pas appliquer le droit international, de faire ce qu'elle veut, de tuer les bébés, les femmes, de massacrer les civils, c'est parce qu'elle bénéficie de grande protection politique. Oui, Reda Harira. Pour revenir au rôle des États-Unis avec Harry Truman, il faut savoir que le gouvernement de Truman a pesé lors de la résolution qui a reconnu l'existence de l'État d'Israël, parce que sans l'intervention des États-Unis et sans, je dirais, les menaces à l'égard d'un certain nombre de petits pays en Afrique et notamment dans le Pacifique, la majorité n'aurait pas été requise pour reconnaître Israël en 1948. C'est Truman qui a pesé de tout son poids parce que ça allait dans le sens un peu de ses propres convictions protestantes, puritaines. Merci Reda Harirash, merci Faisal Metaoui. Cette émission consacrée justement à la médiatisation du conflit à Gaza par les médias occidentaux est à présent terminée. On reste bien sûr très attentif à la situation dans les camps palestiniens, mais aussi dans la bande de Gaza. On espère justement que la paix reviendra dans cette région et que préserve le peuple palestinien. Je vous laisse sur les restes des programmes de Al24 News. Je vous dis bonsoir.